le prochain intervenant que je vous demande d'applaudir. Et avec Cécile Morel qui sera avec moi pour animer cette session, Marc Rougier. On t'a allumé ton micro ou pas? Vers le haut. Ça prend quelques... Ça fait mieux là? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Donc, la jauge, c'est le nombre de sièges. C'est ça. C'est technique. Ouais. Et on ne peut pas avoir de personne debout. Voilà. Marc, qui es-tu? Vous allez voir, en fait, il faut poser des questions très directes et après vous laissez faire. Et Marc, il y va. Wow. Alors, Monsieur Jalil, je n'ai pas retenu le nom, mais disait que tu mets la pression, ouais, c'est quand même assez fort. Quoi. Je voulais juste remercier Monsieur Jalil déjà avant d'avoir parlé de Prévert et d'avoir parlé de solidarité. J'étais vraiment impressionné de commencer comme ça. Et Madame Béatrice, dont j'ai également oublié le nom, de parler de passion et de parler de plaisir et de parler d'être soi-même. C'est vraiment le truc qui m'anime, moi. Donc, selon le temps qu'on a, je suggère qu'on parle d'amour, qui est la chose essentielle qui nous initie. Donc moi, je suis un VC, donc un investisseur en capital risque. J'investis dans des startups jeunes à grande composante technologique, de préférence B2B. Et je fais ça dans un fonds qui s'appelle Elaya, qui est un fonds toulousain, mais qui a aussi un bureau ici à Toulouse. On a un partenaire, il est peut-être parmi nous ici, Franck, qui est à Toulouse. Et avant ça, j'étais entrepreneur, donc j'étais de l'autre côté de la table, comme certains d'entre vous probablement ici. J'ai monté 4 startups, dont une a bien marché, une a très mal marché, et 2 zombies qui ont fait un petit peu le milieu au début. Donc, voilà. Donc je connais un petit peu quand on va parler de pivot, quand on va parler de problèmes de prise de décision douloureuse pour remettre une boîte sur pied. Tout ce qui a été évoqué un petit peu avant, j'ai connu, puis j'ai eu la chance aussi de connaître ça vers le haut, ce qui est assez agréable. Et j'ai aussi passé un petit peu de temps dans des grands groupes. J'ai fait du bizdev en Asie pour vendre des radars et des satellites pour Thales. Et j'ai aussi travaillé chez IBM, après que IBM ait acquis l'une de mes sociétés. Et chez IBM, j'ai fait du M&A, donc de l'acquisition de boîtes, mais côté acquéreur, ce qui est toujours assez intéressant pour un entrepreneur de voir comment les grandes secondes de l'autre côté de la chaîne alimentaire considèrent nos efforts de start-upper pour s'intégrer. Et dans ma vie de start-upper, j'ai monté une société au Canada, 2 à San Francisco et une à Toulouse. Donc je suis un petit peu toulousain aussi. Et celle de Toulouse, j'habitais à Washington à l'époque et je cherchais des gens compétents dans des technologies logicielles un petit peu hardcore. Et j'avais beaucoup de mal à trouver. C'est à Toulouse, grâce effectivement à ce qui était mentionné avant, cette réputation sur des technologies assez avancées qu'on doit à l'aérospatial, mais pas que à l'aérospatial. Ben, Toulouse a une bonne réputation et donc j'ai eu la chance de trouver mon équipe ici. Je suis devenu toulousain et j'ai rencontré Cédric et j'ai rencontré Cécile et une petite partie de l'écosystème. Je suis vraiment ravi que le premier recontact 3D avec des êtres humains post-Covid se fasse ici. On est ravis. Peut-être quelques mots sur Elaya et votre focus sur la deep tech. Pourquoi? Génial, elle me permet de faire un peu de pub. Merci. Donc Elaya, c'est un fonds de capital risque qui a été créé à Paris il y a 18 ans, qui gère un petit peu plus de 600 millions d'euros, qui est spécialisé dans je vais faire un peu d'anglicisme, early stage B2B. Mais nous, on a une préférence pour la tech, donc on fait des choses assez ancrées dans la tech. On a une définition spéciale de deep tech. On ne fait pas que de la deep tech, on fait de la tech sérieuse, on fait de la tech complexe. Et ce qu'on appelle deep tech, nous, on fait aussi, ça veut dire technologie qui est issue ou qui est en relation avec la recherche académique. Donc on fait également, mais on ne fait pas que ça. Par contre, on aime, même s'il n'y a pas de relation avec la recherche académique, on aime la tech qui est non triviale, qui fait des barrières à l'entrée, qui crée des avantages concurrentiels un petit peu forts et qui probablement donc requiert, comme ça a été mentionné avant, des investissements en R&D et qui justifie aussi la présence d'un VC à bord. Voilà. Aujourd'hui, on a plusieurs fonds, on a 130 sociétés en portefeuille historique, dont 80 qui sont encore à peu près actives. Et moi, à titre de néo-VC, post-entrepreneur, j'ai investi 9 fois dans des sociétés au nom de Elaya. Dont une start-up toulousaine, on peut la mentionner quand même?
dont ici à Toulouse, Elaya avait investi dans Sigfox, que quelques personnes peuvent connaître, et moi, à titre perso, chez Elaya, un de mes premiers investissements, c'était YouInlock, une société qui a une très très belle et très profonde technologie dans l'IoT industriel. Ils font du UWB, donc des façons de communiquer avec des objets sans batterie, grâce à une technologie révolutionnaire, vraiment très très balèze. Je ne sais pas si certains de YouInlock sont ici, j'ai croisé Eric, le fondateur, un mec brillant qui est assez dangereux comme entrepreneur parce qu'il est tellement bon qu'il vous vendrait sa mère. Pardon Eric, pardon. Mais effectivement, ils ont à la fois cette capacité d'aller chatouiller de la techno là où les gens ne s'aventurent pas parce que ça paraît infaisable, et en plus avoir un grand talent pour le communiquer et partager sa passion et embarquer les gens dans son histoire. Alors, tu l'as un peu dit sur le profil. Juste pour contexte, on a souhaité avoir Béatrice et Marc pour que vous ressortiez de cette première partie avec à la fois peut-être de l'énergie, de l'inspiration, mais aussi un peu d'apprentissage. On est dans un monde où on ne peut pas se passer, en tout cas une partie, des investisseurs. C'est clair, on peut bootstrapper, on peut faire grandir des Non, c'est nul bootstrapper, bootstrapper, il faut vraiment travailler avec des investisseurs. Ouais. Et avec Elaya, s'ils acceptent de vous. Tu l'as dit sur le profil d'Eric, il y a, bon, peut-être pas tout le monde veut vendre, t'as dit comment, sa mère? Ou n'importe quoi à sa mère? Je sais plus comment tu l'as dit. Sa mère. Ouais, c'est ça qu'il a dit, ok. Mais la compréhension de comment fonctionnent les investisseurs est extrêmement important quand on est dans ce monde-là. Du coup, une question très bateau. Comment tu fais tes choix, sachant que choisir, c'est renoncer? Je l'aime. Je ne vais pas répondre à ta question de suite, si tu permets. Déjà, je voulais mentionner un petit point sur l'entrepreneuriat et le rapport de l'entrepreneuriat au capital risque. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des entrepreneurs qui ont envie ou qui nécessitent de lever du capital, mais juste un préalable. À titre perso, je respecte toute forme d'entrepreneuriat. Je ne pense pas que l'entrepreneuriat se définisse de façon très simple. Entreprendre, ça veut dire saisir, étymologiquement. Voilà. Et donc, ça a été transformé ensuite au Moyen-Âge pour... en tant que maître d'ouvrage ou maître d'œuvre. Et puis les anglo-saxons ont rajouté la notion de entreprendre, ça veut dire aussi prendre des risques, ce qui me va bien aussi. Mais je pense qu'il y a autant de modèles d'entreprise ou d'entrepreneuriat qu'il y a de personnes. Et comme disait Béatrice, être soi-même, c'est ce qui compte le plus. Moi, je favorise et je préfère, à la fois en tant qu'entrepreneur et en tant qu'investisseur, le modèle à base de capital risque. Il y a certaines raisons à ça qui sont d'ordre psychologique ou philosophique. C'est que s'associer avec un investisseur, dans le cadre d'un entrepreneur, c'est faire un compromis entre le contrôle et la vitesse. Là encore, s'il y a des motards parmi vous, le compromis entre le contrôle et la vitesse, c'est quelque chose dans la vie, plus on va vite, moins on contrôle, il ne faut pas déconner. Donc le capital, c'est du fuel pour aller plus vite, et si on va plus vite, on partage le contrôle avec qui? Avec l'investisseur qui vient à bord. Donc ça, c'est un choix philosophique. Si vous voulez aller vite, prenez du capital, et si vous prenez du capital, vous partagez le contrôle. Normal. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux ou que c'est pas mieux. Alors moi, j'ai fait ça en team d'entrepreneurs parce que je pense que le temps, c'est peut-être la seule valeur qu'on ne peut pas acheter dans la vie et qu'il faut l'utiliser de façon précieuse. Et donc aller plus vite dans l'entrepreneuriat grâce à du fuel apporté par un investisseur professionnel me semblait pertinent. Et maintenant, en tant qu'entrepreneur, j'ai envie de faire ça et d'amener cette idée de momentum, de profil de risque un petit peu augmenté, de capacité aussi, de firepower un petit peu augmenté, pouvoir aller à l'export, voyager, investir dans des machines, investir dans des talents pour faire de la R&D, tout ça, ça requiert du cash, capturer un marché, se faire connaître quand on ne se connaît pas, même si on a la chance de me dire de Toulouse, qui est une ville hyper célèbre et réputée pour sa tech, ça nécessite quand même pas mal d'investissement. Donc moi, c'est une question de profil psychologique ou philosophique vis-à-vis de la vie, le fait de mettre du cap. Alors moi, en tant que VC, je choisis d'abord... je vais dire le truc le plus tarte à la crémesque possible de n'importe quel VC qui investit en early stage, on parie sur des équipes. Donc il faut qu'on ait envie de travailler avec des gens, il faut que les gens nous donnent confiance, et quand on fait du early stage, les équipes sont par essence incomplètes, puisqu'on va embaucher après, on n'a pas encore embauché avant. Faire du early stage avec 100 personnes à bord, c'est pas possible. Donc on fait un pari aussi qu'on a dans l'équipe à la fois une complémentarité de talent, le très juste équilibre qui a été mentionné avant entre le savoir-faire, de l'art, de la techno que vous allez développer, du produit, et le talent aussi de faire savoir, donc l'art de la communication, du marketing, de la vente. Il faut vraiment ces deux talents, mais ça ne suffit pas. Il y a une clé psychologique très subtile, et on s'est trompé pas mal de fois avant de la comprendre, c'est qu'il faut aussi avoir une équipe qui aura envie de grandir, c'est-à-dire qui saura embaucher d'autres personnes, voire embaucher d'autres personnes meilleures qu'eux. Et ça, c'est d'un point de vue égotique super compliqué, d'un point de vue psychologique hyper compliqué, mais les entrepreneurs qui font des belles boîtes au regard de ce modèle du capital risque sont en général des entrepreneurs qui ont envie d'embaucher plus grand qu'eux, qui ont cette capacité à attirer des gens, convaincre,
mais en plus convaincre des gens qui vont peut-être être au-dessus d'eux ou à côté d'eux, mais en tout cas partager le pouvoir avec eux, et ça c'est un passage sophistiqué, on va dire, au niveau psychologique. Deuxième chose qu'on regarde, nous, c'est le type de modèle capitalistique qu'on peut faire. Donc un fonds de capital risque, là je vous lâche des infos que vous avez probablement, mais que tous les entrepreneurs débutants ne savent pas. Le capital risque, c'est du gros cynisme capitaliste. On est là pour faire de la thune. On fait semblant de vous aimer, mais en fait on est vraiment là pour faire de la thune. Et donc quand on met de l'argent dans une boîte, c'est qu'on pense qu'à terme, le terme en moyenne dans le capital risque en France, c'est entre 6 et 7 ans, il va y avoir moyen d'en faire encore plus. Et là, il y a des règles de 3 très faciles à faire. Quand vous prenez du capital, vous donnez une partie de votre boîte, enfin, en l'occurrence, vous vendez une partie de votre boîte, et cette partie de votre boîte, elle est valorisée par l'opération que vous faites, et il faut que nous, on arrive à projeter un modèle où, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, il existe une autre transaction qui fera qu'on arrivera à vendre cette partie de boîte et de la vendre de préférence plus cher, voire de préférence largement plus cher qu'on l'achetait. Le largement venant du fait que certains d'entre vous ne vont pas arriver jusque-là et que si on veut faire de la perf, il faut bien qu'on compense pour les risques qu'on a pris en venant très tôt. Donc ça veut dire qu'on est capable d'investir dans des gens qu'on aime, en qui on croit, qui ont cette complémentarité, qui ont aussi ce leadership et cette capacité à grandir, mais aussi qui ont envie de vivre un modèle où on arrive à projeter une sortie. Si on rentre, c'est pour sortir. Donc il y a, comme je disais en préalable, c'est pour ça que je me suis permis de ne pas répondre direct à ta question. En préalable, il y a des modèles d'entrepreneuriat qui consistent à garder sa boîte toute sa vie, puis la passer à ses petits-fils après, ou ses petites-filles. C'est pas le modèle du capital risque. Quand on rentre dans le jeu du capital risque, et j'ai dit que c'était cynique, mais c'est pas vrai, c'est pas cynique, c'est totalement transparent. On met les cartes sur la table avec des règles. Et les règles de ce jeu-là, c'est qu'on rentre pour sortir. Donc on rentre avec une idée. Et je ne juge pas si c'est bien ou pas bien, chacun le fera, ça c'est de la philo. Mais d'un point de vue business, on rentre avec l'idée qu'on va sortir et donc il faut qu'il y ait un modèle de croissance. Et d'ailleurs, on associe souvent le mot capital risque au mot start-up. Ça n'est pas co-substantiel, ce n'est pas intrinsèque de le dire, mais il y a une raison pour ça, c'est que start-up, pour moi, dans la sémantique capital risque, ce n'est pas une entreprise, une start-up. C'est une entreprise jeune qui a la potentialité d'un business model non linéaire. Le up, il veut dire ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le capital marginal qui va être ajouté dans la société va travailler davantage que le premier dollar qui a été mis ou le premier euro qui a été mis au début. Donc d'essayer d'avoir ces processus de croissance où on espère avoir un point d'inflexion qui justifie le risque que prend l'investisseur. Super, merci beaucoup. Mais du coup, quand tu es un start-upper, tu as 30 minutes devant le VC. Comment tu arrives à démontrer tout ça en 30 minutes? Est-ce que toi, tu as tes clés? Tu n'as pas une armée de psychologues non plus avec toi. Comment tu fais pour juger d'un projet? Est-ce que tu as des trucs et astuces? Alors déjà, aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, il y a tellement de pèse dehors, tellement de thunes. C'est le contraire. C'est l'investisseur qui doit convaincre l'entrepreneur de travailler avec lui. Donc, une bonne nouvelle. Honnêtement, vous savez que cette année, sur ce premier semestre, on a fait 74% de croissance semestre en semestre par rapport à l'année dernière en termes d'argent disponible dans la French Tech, quoi. On parle de 4,7 milliards qui ont été investis en 6 mois, alors qu'on était à peine à 5,2, 5,3 sur l'année dernière. Ça fait 74% de croissance, là c'est exceptionnel, mais si on lisse ça sur 6 ans, on est à plus 20% de croissance par an dans un monde où, quand on fait 0,5% de croissance de PIB, on trouve qu'on est bien. Donc 20% de croissance, vous êtes vraiment du bon côté de l'offre et de la demande. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on arrive en général à se convaincre hyper rapidement. Ça, c'est de la science cognitive, c'est de la neuroscience. Qu'on soit VC ou qu'on ne soit pas VC, on est très rapidement convaincu. Et tout ce qu'on rajoute derrière, c'est pour étayer rationnellement la conviction qu'on a eue. Donc au début, il faut qu'on ait un coup de cœur pour l'équipe qui vient pitcher. Que cette équipe, on sente de la compétence, du leadership, de l'envie, une certaine complémentarité, une certaine chimie entre eux. On aime beaucoup les gens qui pitchent à deux, c'est un art. Et une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de se projeter sur le fameux modèle. Est-ce qu'il y a la place dans cette thèse, dans cette proposition de valeur qui est présentée ici par cette équipe? Est-ce qu'il y a la place pour faire une boîte suffisamment grande pour qu'on arrive à projeter une idée de liquidité? Et ça, c'est un truc qui a bloqué souvent dans les levées de fonds, où on voit des entrepreneurs très compétents, très éthiquement parfaits, on a envie de les aimer, on a envie de travailler avec eux, mais ils n'ont pas envie, ou ils n'ont pas besoin, ou ils n'ont pas la perspective de développer la boîte de façon biologiquement compatible avec le capital risque. C'est-à-dire qu'ils cherchent 1,5 million pour faire une boîte break-even dans 4 ans. Et c'est très bien, il n'y a vraiment aucun jugement à voir ça. Mais si tu fais une boîte break-even dans 4 ans, comment moi je transforme ma partie de la société en une partie qui vaut plus,
quel autre événement de haut de bilan on peut générer dans 2 ans ou dans 4 ans, il n'y en a pas. Donc il y a vraiment une question de compatibilité, d'abord de l'équipe, mais ensuite de l'aventure qui est proposée, du modèle qui est proposé. Et le fait d'être basé à Toulouse, ça change la donne ou pas? Quelques conseils? Oui, ça change la donne en fait. J'aimerais bien vous dire, non, honnêtement, sans déconner les gars, on peut créer des bonnes boîtes n'importe où, c'est vrai. Et c'est vrai. Tu savais que si tu disais non, de toute façon, on te tombait dessus. Donc, Non, Toulouse, ça change la donne, c'est vachement mieux d'être à Toulouse. Dans la vraie vie, il y a un effet écosystémique évident. La Silicon Valley, je ne pense pas du tout en disant ça que je ne suggère pas qu'il faille reproduire ce modèle, mais parmi les multiples vertus de la Silicon Valley, il y a celle d'être un écosystème très intégré. Et quand on est dans un écosystème très intégré, on bénéficie de plein d'avantages. Toutes les aides de solidarité, de bienveillance qui ont été évoquées avant pour grandir, ça en fait partie. Mais l'accès au réseau de financement et de capital risque, on a de la chance. Il y en a à Toulouse, il y en a dans la région, mais il n'y en a pas autant qu'à Paris. C'est un fait. Et la concurrence aussi crée un rythme biologique un petit peu différent. Aujourd'hui, c'est une frénésie. Nous, en tant qu'investisseurs, on ne sait plus où donner de la tête. On a vu 7000 dossiers pour faire un fonds de 25 lignes. Ça crépite de partout. Et donc, ça crée une espèce de FOMO, il y a une espèce de momentum, la machine qui s'emballe. Et dans ce FOMO, là, ce fear of missing out, les VC vont peut-être plus rapidement capturer des entreprises et peut-être plus rapidement aussi faire des chèques un peu plus gros. La grande différence entre les 7 milliards vers lesquels on se dirige probablement cette année et les 5 de l'année dernière, c'est surtout la taille des chèques. C'est pas qu'il y a beaucoup plus de boîtes financées, c'est que les chèques sont de plus en plus grands. Et là, il y a effectivement un effet pari pour ça, ou en tout cas un effet écosystème. Quand on est près du réacteur, on bénéficie davantage de la chaleur qui en sort. On peut vraiment créer des bonnes boîtes partout. Il y a EasyVibe ici, il y a Sigfox, il y en a plein d'autres, YouWinLock bien évidemment. On peut créer des bonnes boîtes partout. L'innovation n'a pas de frontières, et d'ailleurs les VC américains s'en rendent compte, puisque maintenant ils vont chasser de plus en plus loin. Il y a Sequoia qui a annoncé qu'il venait en Europe, Axel qui vient de lever 3 milliards, dont 650 millions juste pour le marché européen. Donc on peut vraiment créer des boîtes partout, mais un écosystème ultra dynamique, c'est un avantage concurrentiel, y compris pour lever. Donc clairement, et on a une table ronde tout à l'heure sur le financement plus early stage, voire très early stage. Ce que tu disais, parce que tout à l'heure tu disais... il y a beaucoup d'argent, c'est le moment, les entrepreneurs sont plutôt du côté favorable. Quand on l'entend, ça, qu'on soit à Toulouse ou même ailleurs, on le voit de façon globale. Après, quand c'est de façon unitaire, il y a, à part quelques histoires qu'on voit dans les médias, il n'y a pas un entrepreneur qui ne te dit pas qu'il a galéré pour sa levée, que ce soit pour le précide parce qu'il a peu de business angels ici qui viennent du numérique. Donc si on veut s'éviter des angels qui viennent de notre secteur, qui ne comprennent rien à pourquoi il y a une valo avec du BSAR, etc. Enfin, tu te galères. Ensuite sur du seed, ensuite sur la série A. Donc il y a une vraie complexité quand même. Et tu as assumé qu'il y a une différence entre Toulouse et Paris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut très vite aller à Paris pour faire ce réseau, graviter dans cet écosystème-là, pour faire ta levée de fonds là-bas. Mais qu'on n'a pas à avoir honte. Un entrepreneur l'a dit, je ne le citerai pas, qu'il avait l'impression que parce qu'il était toulousain, on lui mettait une casquette de provincial et il a fallu qu'il enlève son accent parce qu'il pensait que ça donnait une perception négative. Tu n'irais pas jusque-là quand même? Déjà, on va attendre que le Racing gagne la Champions Cup et puis après le top 14 avant d'avoir honte de quoi que ce soit. D'accord. Il faut quand même remettre les choses à leur place. Il y a un sens de priorité dans la vie. Et sinon, oui, bien évidemment qu'il faut aller à Paris. Il faut aller à Paris, de même que nous, quand on finance une boîte en seed ou en série A, on botte le cul à l'entrepreneur pour qu'il soit à Boston côte Est, soit dans la Silicon Valley côte Ouest, selon le business model lequel, pour le tour d'après. Il y a une question d'échelle. Il faut aller de toute façon dans la ligue d'après. Et à Toulouse, moi j'ai un respect immense pour cette ville, la qualité de vie, la culture, ce qui a été fait pour l'aérospatial, ce qui est fait autour de la bio aussi. Ici, c'est très très intéressant. Et le niveau des ingénieurs et tout ce qu'on veut, ok, mais l'écosystème, c'est pas le même. Donc à un moment donné, si on veut aller se battre sur le terrain des grands, le terrain des grands en France, c'est Paris, il n'y a pas de jugement à porter avec ça, on est jacobin depuis je ne sais pas combien de siècles, et c'est comme ça, aujourd'hui on y va, voilà. Tu vas à Paris aujourd'hui avec un deck pour présenter ta boîte, tu peux voir 4-5 VC qui vont se battre dans la même journée. Moi j'ai un pote qui est venu de Bordeaux, il a pris le TGV pour aller à Paris, il ne savait pas encore s'il allait lever de l'argent ou pas, et puis il est venu me voir, on a déjeuné ensemble, et j'ai dit putain mais ton truc c'est super sympa,
Ouais, moi, tu devrais lever de l'argent, d'ailleurs, tu devrais venir nous voir. Il dit, ouais, ok, je vais y penser. Et puis, il me quitte le déj, et puis il va voir un autre VC à 14h, puis il va en voir un autre à 16, et puis il reprend le TGV dans l'autre sens, il me dit, écoute, je vais pas venir te voir parce que j'ai une term sheet. Ok, cette histoire, c'était spécial, il y avait un contexte, peut-être que ce qu'il faisait était très dans l'air du temps, et que des gens étaient en recherche proactive sur le sujet, certes, mais cette histoire, elle se passe parce qu'il était là-bas. Et créer cette émulation, et ce FOMO, ça fait vraiment partie du jeu. Lever de l'argent, c'est un acte de vente. Ouais, ça c'est très très juste et très important à garder à l'esprit, c'est qu'en fait la levée de fonds c'est un jour et vous savez si vous avez le momentum ou pas. Du coup, je vais en profiter pour changer de sujet, on va parler un peu tendance. Ce que j'ai bien retenu, c'est que vous étiez là pour vous faire de la thune et que du coup vous aviez grosso modo 7 ans pour vous faire de la thune et du coup je voudrais savoir où vous misez pour vous faire de la thune, quel secteur en ce moment? Et si on peut faire en moins de 7 ans, on prend aussi. Ok, donc quels sont les secteurs chauds? D'accord. Et donc tous ceux qui veulent lever de l'argent pour transmettre leur entreprise à leurs petits-enfants, c'est pas avec nous. Donc c'est intéressant que tu poses cette question parce que historiquement et culturellement, on était agnostique. C'est-à-dire qu'on pensait, on ne sait pas d'où viendra la prochaine opportunité. On ne sait pas comment le marché évolue. En plus, quand on monte un fonds, ça vit 10 ans. Hein. Le véhicule financier qui s'appelle un fonds, ça vit 10 ans et les tendances changent pendant 10 ans. Donc, à un moment donné, tout le monde faisait du .com, puis à un moment donné, tout le monde faisait du 2.0, c'est là qu'on s'est rencontrés. Puis à un moment donné, tout le monde faisait de l'IoT, puis à un moment donné, tout le monde faisait du mobile. Donc, nous, on ne veut pas faire ça. On veut être agnostique pour être indépendant du domaine. Ceci posé, parce que la concurrence augmente entre les VC de façon phénoménale, parce qu'il y a plein de thunes, et parce qu'aussi les entreprises qui sont montées par les entrepreneurs sont de plus en plus sophistiquées, on a dit il faut qu'on regarde certains secteurs de façon préférentielle, parce qu'on les comprend mieux, parce qu'on pense qu'on a des chances d'apporter de la valeur supérieure, et aussi parce qu'on pense qu'il y a de la liquidité à faire. Autrement dit, on doit opérer dans des marchés qui sont suffisamment grands, qui sont en croissance, et aussi il y a de la liquidité, où c'est actif d'un point de vue acquisitif. Sinon, ça ne sert à rien de rentrer. Et donc, résultat, on en a trouvé 5 qu'on préfère par rapport aux autres, et ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas les autres, mais qu'on préfère par rapport aux autres. Le premier, c'est Retail Tech. Donc nous, ce qu'on appelle Retail Tech, c'est toutes les technologies sous-jacentes qui permettent au e-commerce d'exploser. C'est trivial de le dire, hein, quand on voit Mano Mano, 17e licorne française née ce matin. Enfin, Mano Mano n'est pas née ce matin, mais son statut de licorne, ouais. Donc petite levée de fonds sympa juste après Canton Square. Donc ça, c'est du Retail Tech. C'est des technologies. Mano Mano, c'est pas du Retail Tech, c'est du retail, mais les technologies qui permettent de fueler ça, ça l'est. Donc on a par exemple une licorne, nous, dans notre portefeuille dans ce domaine, qui s'appelle Miracle. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc on est le seul VC français à bord de Miracle et on les connaît depuis le seed. Deuxième chose, FinTech. Je ne précise pas ce que c'est que FinTech. Nous, dans notre thèse, comme j'ai précisé qu'on faisait de la tech et du B2B, on ne financera pas la prochaine néobanque. Quelqu'un qui veut créer une banque ex nihilo et acquérir des clients en B2C, on ne sait pas faire. Par contre, toutes les technologies qui alimentent l'évolution des marchés de la finance, on fait récemment. On a fait par exemple IBAN First, qui fait du paiement multidevise à l'international pour les entreprises en B2B, et ça marche bien. Troisième tendance, alors là, c'est un gros truc tarte à la crème, c'est la transformation digitale de l'entreprise. On n'a pas trouvé mieux pour dire. Mais c'est quoi la transformation digitale de l'entreprise? C'est l'ensemble des outils qu'on va déployer, des outils numériques qu'on va déployer dans les entreprises pour augmenter leur agilité, leur performance, la façon dont ils travaillent. Et la chose très importante et super passionnante qui s'est passée avec la crise du Covid, c'est un petit peu dur de dire qu'il s'est passé des choses passionnantes avec le Covid, mais c'est le cas, c'est que maintenant les petites et moyennes entreprises accèdent à la numérisation, à la digitalisation. Et là, on est au tout début d'une vague absolument phénoménalement massive, parce qu'on est super en retard en France, et les petites et moyennes entreprises sont en retard par opposition aux grandes entreprises dans la numérisation, et donc tout ce qui est optimisation des process de paiement, de logistique, de gestion de la ressource humaine, etc., ça y va, mais c'est massif, il faut y aller, mais vraiment à fond. Ensuite, on regarde, super important, les outils numériques ou les technologies numériques appliquées à la santé, qu'on appelle Digital Life Science. Alors on dit Life Science plutôt que santé parce qu'on peut faire de la bio pour autre chose que la santé. Typiquement, on peut faire de la bioénergie ou de l'agriculture avec de la bio également. Mais la santé, c'est bien évidemment la chose la plus connue. Donc on connaît tous des sociétés qui vont utiliser par exemple de l'intelligence artificielle pour interpréter mieux et plus rapidement des imageries médicales, hein, donc des rayons X ou des choses comme ça. Donc ça, il y en a plein. Et nous, on regarde ça vraiment avec beaucoup d'intérêt. Ça a le double intérêt à la fois d'être très porteur en termes de thèse d'investissement
et également de rendre le monde un peu meilleur. Si on enlevait un tout petit peu de cynisme, c'est quand même des thèses d'investissement qui sont très positives. Et le cinquième, c'est l'infrastructure Internet. Donc, ça paraît trivial de le dire, mais je rappelle que l'Internet double de taille tous les 3 ans, qu'il est né sous sa forme web au début des années 90. Donc il faut imaginer qu'entre maintenant et 2025, on va investir autant en infrastructure Internet, cybersécurité, stockage, réseau et toutes ces choses-là qu'on a investi depuis son invention dans les années 90. Donc les opportunités d'investissement sont absolument massives. Donc ça, c'est les 5 piliers hyper porteurs, à la fois au niveau économique, mais aussi en termes de capacité de liquidité. Et on regarde par ailleurs avec beaucoup d'intérêt, mais sans avoir encore craqué la clé financière, tout ce qui va tourner autour de éducation, clean tech, on va dire rendre le monde meilleur, tech for good, tu l'appelles comme tu veux. C'est des choses dans lesquelles on veut aller, dans lesquelles on doit aller, dans lesquelles on n'a pas le droit de se soustraire par rapport, on va dire, à un rôle éthique de l'entreprise, mais pour lesquelles les clés financières ne sont pas encore totalement matures. Ça allait être ma question, c'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas allé, à l'image de certains des confrères ou de nouveaux fonds, sur cette notion de fonds à impact, puisque de toute façon votre objectif est de faire de l'argent, je pense qu'on l'aura compris, mais quand même, parce que derrière le fonds, il y a des personnes avec quelques valeurs, c'est pour ça que vous êtes en réflexion sur cette partie, comment combiner la réussite et la performance financière avec une notion d'impact. Je pense qu'il y a une webcam dans mon bureau, c'est incroyable tout ce qu'il sait sur nous. Il est hallucinant. Oui, non, nous, notre rôle, c'est de faire de l'argent, mais de l'argent propre de préférence. Non, en fait, quand on a monté la boîte, on s'est mis des règles, des valeurs super importantes. Avant que ça soit la mode, avant qu'on appelle ça de l'impact, avant qu'on appelle ça du RSE ou de ESG, on s'est mis, par exemple, on est la seule société de gestion à Paris qui est 50% hommes et femmes, y compris parmi les partners. Voilà, la mixité, cette mixité-là, il y a d'autres mixités sur l'âge, sur le background, etc., qui sont des choses très importantes. Donc nous, on s'est donné une charte ESG très stricte, on est signataire du principe pour l'investissement responsable de l'ONU. On audite nos boîtes, et y compris les boîtes dans lesquelles on n'a pas encore investi, mais qui viennent dans notre pipe, on les audite contre les critères ESG, c'est super important pour nous. Je pense que c'est un rôle de l'entreprise de contribuer au monde de demain, pas simplement par le bénéfice des investisseurs. Et c'est un pilier fondateur. On n'est pas un fonds à impact, en ce qu'on appelle un fonds à impact, c'est un fonds dont le critère de succès numéro 1 est l'impact, et tant mieux s'il fait de la perf. Nous, on fait le contraire. Le critère numéro 1, on le reconnaît, c'est de faire de la perf, mais en respectant des critères ESG hyper stricts, à la fois dans la gouvernance de notre société, et l'AIA, et dans la gouvernance des entreprises dans lesquelles on investit. Je regardais ma montre, là, on était à quelques minutes de la fin de cette intervention. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, Marc? Est-ce qu'il y a... Je crois qu'il y a un petit truc qu'on n'a pas abordé. C'est qu'en fait, on s'est tous battus pour faire la Startup Nation. On y est arrivé, mais est-ce que c'est pas un peu trop? C'est le côté un peu bling-bling de la bulle. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Ouais. Alors, on est dans un écosystème qui bouillonne, qui overheat. On est dans un danger de dérapage. Là, ça va. Je ne sais pas si biologiquement, une nation peut supporter 20% de croissance d'un domaine année après année sans prendre de risques. Alors moi, prendre des risques, ça m'amuse bien. Je pense que c'est vertueux. Mais il y a plein d'effets de bord qui sont en train de se créer, qu'il va falloir gérer avec attention. Moi, il y en a 2 qui me viennent en tête. Le premier, c'est... ça fait beaucoup d'argent qui s'investit. Plus de 5 milliards par an. On est, en gros, en France, on va dire, j'arrondis, il y a 10 000 startups peut-être. Il y a de l'ordre de 600 nouveaux deals qui sont faits par an. Et je pense que tout ça ensemble, ça crée de l'ordre de grandeur 10 milliards de PIB. 10 milliards de PIB sur 2135 milliards de PIB. Donc on est à 0,5% du PIB et on entend parler que nous. Donc moi je pense qu'il faut garder la tête froide. Moi je pense qu'être entrepreneur, c'est quelque chose qui est super intéressant comme démarche personnelle. C'est être soi-même, c'est fabriquer son chemin, c'est embarquer des gens dans son histoire, c'est prendre des risques, c'est innover et pourquoi pas, en le faisant, rendre le monde marginalement meilleur. Pour autant, c'est pas héroïque. C'est un trip égotique, on se fait plaisir. Il ne faut pas croire qu'on est là en train de sauver le monde, et toute cette ébullition sur l'entrepreneuriat, moi je l'aime, parce que quand j'ai monté ma première boîte, c'était avant Internet, le mot entrepreneur n'existait pas encore en France, quoi. C'était impossible. Je suis allé la monter au Canada, et aujourd'hui c'est possible, aujourd'hui c'est facile, très bien, super, ça va dans le bon sens, mais il faut garder un petit peu la tête froide.
On n'est pas, nous les entrepreneurs, on n'est pas des héros, on est des gens qui bénéficient d'un écosystème extraordinaire, super facile de monter une boîte, il y a de l'argent partout, il y a l'aide gouvernementale, il y a l'aide des banques, il y a le capital privé, il y a même le capital étranger qui vient parmi nous, il faut en profiter, il faut le faire, il faut aller à fond, il n'y a aucune raison de s'arrêter, mais je pense simplement qu'il faut rester humble. Il y a des gens qui ne sont pas entrepreneurs, qui ont des boulots plus durs et plus nobles que le nôtre, ou en tout cas, si pas plus dur et pas plus noble, aussi dur et aussi noble, et ne pas se mettre en haut d'une pyramide égotique qui serait un petit peu biaisée, parce que les valorisations des boîtes, elles vont finir par redescendre. À un moment donné, cet argent qu'on injecte, il va falloir le ressortir. On va se rendre compte que c'est pas si facile. Donc moi, j'ai envie de croire dans le fait que la French Tech, c'est là pour durer, c'est pérenne. On a créé l'année dernière, nous, vous, les entrepreneurs de la French Tech, 10% des emplois qui ont été créés en France. On est à 0,5% d'équivalent PIB, et on crée quand même 10% des emplois. Donc c'est super vertueux, mais c'est pas héroïque.